Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de la partie, formelle de cet événement. Alors, il y a eu presque une quinzaine d'ateliers avec tous nos partenaires, la société civile africaine et plusieurs différentes institutions internationales. Et je voudrais vous encourager à partager et faire partie de ce que nous avons déjà commencé à faire ici. Alors, nous avons le concert. Nous aurons un concert fantastique. Alors, hier, on n'a pas vraiment beaucoup dansé, vendredi soir, mais je pense que vous étiez peut-être intimidé par le président. Je ne sais pas. Alors, mais peut-être à cause de l'occasion de la célébration de Kofi Annan, certaines personnes étaient un peu timides de danser. Mais demain, je vous dis que vous allez danser. Venez avec vos chaussures de danse et montrez-nous que vous savez danser parce que nous allons aussi avoir besoin de montrer à nos amis de Côte d'Ivoire que nous avons également de très bons danseurs. Alors, avant qu'on ne conclue, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à l'équipe de recherche de la Fondation qui a produit ce merveilleux, qui a produit. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout, s'il vous plaît? C'est l'équipe de recherche. Je vous invite à vous tenir debout. Vous voyez des dames là-bas, voilà. Où sont les autres? They are all young women. Ouais, ce sont de jeunes dames. Alors, on me dit que partout, ce sont des dames dans la fondation. Pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas forcément les hommes? On me dit que les femmes sont meilleures. Je n'en sais rien. Alors, ils ont fait quelque chose de fantastique et je voudrais également remercier l'équipe qui a tout préparé ici, l'équipe de production, l'équipe informatique. Je pense que nous avons à peu près combien? 550 personnes ici. Vous êtes allés et revenus à plusieurs reprises. Vraiment, merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont fait un travail fantastique. Et une des personnes, c'est Debra. Elle a été le soldat à toute épreuve qui a travaillé sur cet événement. Elle a été fantastique. Et où sont les autres dames? Je ne vois pas les autres dames. Bon, Nathalie, bien sûr, notre patronne. Où est Nathalie? Nathalie, où es-tu, Nathalie? Nathalie is always too shy. She always hide behind. Ça, c'est vraiment Nathalie. Elle est toujours timide, elle se cache. C'est notre patronne, c'est mon patron. Je ne sais pas où elle est. Elle est en train de travailler, mais elle travaille à faire quoi? On a déjà fini. Nathalie, can you please come forward? Nathalie, est-ce que tu peux t'approcher, venir devant, s'il te plaît? Merci pour tout, Nathalie. Et je t'invite à t'asseoir ici devant. Ne reste pas toujours assise derrière. Voilà, ouais, elle a encore envie de s'asseoir sur le siège, derrière le siège que je lui ai proposé. Je me demande bien pourquoi. C'est la seule Française que je sais être humble, la seule. Peut-être même je vais rencontrer d'autres en Afrique. Alors, je pense qu'on a eu une journée assez fantastique avec deux conversations très intéressantes avec deux grands Africains, ma sœur Amina
C'est vrai que j'essaie de vous poser des questions difficiles, mais vous avez réussi à esquiver ces questions. Et bien sûr, Aliko, avec ses projets géants, c'était vraiment c'était intéressant de voir ce qu'un tel investisseur est en train de faire sur le continent. Mais maintenant, nous avons le dessert. Et le dessert, ce sera le président de cette République. Je vous prie de recevoir son Excellence Alassane Ouattara. S'il vous plaît, Monsieur le Président, merci infiniment. Merci d'être avec nous. Monsieur le Président, laissez-moi commencer en exprimant notre gratitude pour la qualité de la réception, pour de la part du peuple et du gouvernement de Côte d'Ivoire, votre participation à titre personnel en participant aux rencontres hier. Vous nous avez honorés à la célébration de Kofi Annan. Vous êtes encore ici aujourd'hui. Je voudrais vous dire merci pour votre participation et votre engagement personnel. Merci. Merci, Dr Mo Ibrahim. Une chose avec laquelle nous devons commencer, c'est d'informer notre public qu'aujourd'hui est l'anniversaire d'Ibrahim. Donc, joyeux anniversaire. Thank you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci infiniment, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Thank you. Thank you very much. This is what's in the Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Another surprise. Une autre surprise. Et alors, c'est moi qui prends le contrôle. Je prends le contrôle du podium en ce moment. Alors, c'est également l'anniversaire d'Ali Dangote aujourd'hui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday. This is very low. Yes, put it up a little bit. Well, thank you very much, Mr. President, for Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est vrai que vous m'avez pris la parole, alors merci, c'était vraiment très gentil. Alors, commençons la discussion. Vous savez qu'on a toujours des discussions franches et je rencontre les personnes importantes, voilà, mais je ne suis pas un homme du gouvernement, je suis un profane. Donc, parlons de façon ouverte. Je voudrais commencer avec quelque chose. Déjà, pour commencer par vous féliciter parce que nous avons cet index annuel sur la gouvernance africaine et nous mesurons la performance de chaque pays. Et en octobre dernier, durant la conférence de presse, lorsque nous avons produit l'édition récente, alors nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire était le pays ayant le plus haut niveau de performance. Et vous avez amélioré votre position de 19 points et c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant. Donc c'est vraiment une croissance extraordinaire. Et ça, ce sont des
des nombres, ce sont des chiffres, d'accord? Ce sont des données. C'est un progrès extraordinaire et c'est vraiment adéquat que nous soyons là ici aujourd'hui et ça nous donne une chance de vous poser la question, de savoir qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vos voisins pourraient faire également pour répéter votre secret. Alors, merci infiniment. Clairement, lorsque la Côte d'Ivoire est sortie de la crise, c'était un pays dévasté et il y avait tout type de problèmes dans le pays. Il y avait la destruction des infrastructures et manque d'eau, problème d'électricité, l'électricité qui allait et revenait tout le temps. Et je pense que mon actif le plus important, c'est mon équipe. Mon équipe est une bonne équipe. Donc je voudrais vraiment rendre hommage, voilà, c'est parce que c'est trop bas pour moi. Voilà. Merci. Alors, la première chose, je dois dire que la chose la plus importante dans ce que nous avons réalisé, c'est un travail d'équipe. Bon, les gens me disent que le leadership est very important, c'est vrai, mais j'ai eu une équipe formidable depuis le début. Et une équipe de vrais patriotes, des personnes qui voyaient dans quel état leur pays était arrivé et qui se disaient plus jamais ça. The translation, I'm sorry. So you want me to do it in English? They sorry. have a translation? No, they don't have okay. We have immediate translation, I think. Yeah, so you prefer I do it in You have translation? No, if you want to do it in French. No, I was saying that really the best asset was the team. Alors, clairement, il faut dire que meilleur actif, c'était l'équipe, des équipes qui s'étaient très patriotes et qui ont vu là où le pays était, un pays complètement dévasté, un pays détruit. Et ils se sont dit jamais, jamais cela ne doit se produire à nouveau en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être un pays prospère pour 3 et 4 décennies à venir. Et donc nous avons remonté nos manches et nous avons commencé à travailler. À l'hôtel du Golfe, il nous arrivait de travailler 18 heures par jour. Donc, l'équipe que nous avions était une chose. Donc, la deuxième des choses, c'est que nous avions un programme. Le programme que nous avions, c'est que même lorsque nous étions à l'hôtel du Golfe, nous avons travaillé sur un programme. Et ensuite, quand nous sommes sortis de l'hôtel du Golfe, on a eu un autre programme sur les 3-4 années. Ensuite, un programme de 5 ans. Et troisièmement, quelque chose d'important à mentionner, c'est que nous avions vraiment la volonté de faire en sorte que l'investissement privé soit clair, parce que c'est important pour la croissance. C'est vrai que pour l'infrastructure, pour les routes, tout ça, on a besoin de financement public, mais nous devions donner un message clair, que nous avions un cadre économique très clair pour attirer des investissements privés et de faire en sorte que les secteurs privés, les secteurs clés, que nous avions identifiés, des secteurs de croissance, puissent recevoir l'investissement que nous devions y mettre. Nous avons donc combattu la corruption parce que nous avons hérité la corruption d'un système qui n'était pas très intéressant et nous avons l'occasion de parler de tout ça ce soir. Alors, est-ce que cela passe en direct à la télévision? Oui, ça passe à la télévision nationale. Hein? Est-ce que c'est en direct? It's live TV. Oui, ça passe directement à la télévision. Alors, est-ce que je peux vous suggérer que vous parliez en français? Parce que je pense que plusieurs personnes peuvent vous comprendre en français. Me propose de le faire en français, c'est ce que j'aurais souhaité moi-même. Donc, on est totalement en phase. Ouais. Yeah. Vous savez, nous tenons à la langue française ici. Hein, nous sommes... I do apologize because my country was occupied by Britain. So English became our language. Donc l'anglais est devenu notre langue. You had the French. But can do come to Côte d'Ivoire. Donc déplacez-vous et venez en Côte d'Ivoire. Je résume donc, je disais que c'est d'abord une équipe, deuxièmement un programme, troisièmement un cadrage macroéconomique
basé sur le secteur privé, que c'est la source vraiment du développement, et que bien sûr les investissements publics sont nécessaires, mais c'est pour les infrastructures, bien sûr la santé, l'école, etc., mais que pour créer des emplois, pour être sûr que nous avons la capacité d'attirer les investissements privés, il fallait nécessairement avoir un cadre macroéconomique qui soit rassurant pour les investisseurs. Donc c'est comme ça que nous avons engagé de réduire les déficits. Déficit public, déficit de la balance des paiements. Nous avons décidé d'engager le processus d'alléger la dette, de faire baisser la dette. Aujourd'hui, la dette est aux alentours de 45% du PIB, d'avoir une politique monétaire qui contrôle l'inflation. Depuis que nous sommes aux affaires, l'inflation n'a jamais dépassé 1 à 2% par an, et de ce qui a permis d'avoir une croissance économique de 2012 à 2018 de 8% par an. Ce qui fait que sur les 6 ans en question, nous avons augmenté quasiment le PIB de 50% et nous avons augmenté le revenu par tête d'habitant d'un tiers, notamment le secteur, bien sûr, agricole, les fonctionnaires, et ainsi de suite. Donc, c'est la politique économique est la deuxième clé. Les réformes importantes doivent être prises. Bon, nous les avions commencées déjà de 90 à 93 et nous les avons renforcées par la suite. Donc, c'est peut-être, Madame Lagarde, quand elle est venue ici, elle disait que voici la Côte d'Ivoire fera un deuxième miracle. C'est vrai, mais c'est grâce à cette équipe, grâce à cette politique et grâce à la volonté et au soutien du peuple ivoirien qui s'est dit, mais après cette crise, nous devons nous mettre au travail. Nous devons sortir de ces difficultés. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, le pays est en paix, il est en sécurité, il est en progrès et nous sommes très, très fiers et très contents. Well, we are Bien, the foundation where nous basically sommes dans always une critical fondation of everybody. et nous voulons être If critiques there à was then, we still en face de say tout le well monde. done, and we'll not like say well done. Et quand that's quelque a chose est good bien fait, achievement. on dit que c'est bien fait. Et ça, c'était une très belle réalisation. background in Probablement IMF, par rapport à was it helpful votre passage au FMI a été très important. Je suis toujours embarrassé de parler de mon expérience au Fonds monétaire international parce que ça peut sembler être un manque d'humilité, mais en réalité, quand on a eu à superviser la situation économique de plus de 100 pays, moi j'avais des pays sur tous les continents, j'avais bien sûr des pays africains, j'avais des pays en Asie, j'avais la Chine, j'avais l'Indonésie, j'avais des pays en Amérique latine, le Venezuela, j'avais des pays au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite, le Koweït, etc. Des pays en Europe, la Suisse, la Hollande, etc. Donc quand on a accumulé la surveillance des politiques économiques dans autant de pays, bon, bien évidemment, That's useful to il faut en tirer les meilleures pratiques et les appliquer ce soir. C'est ce que cette équipe a accepté de faire grâce au soutien du peuple ivoirien. No, I think that's interesting. Je pense que c'est très intéressant et peut-être que des personnes comme Vera, Be ready to go and run vous devez être capable d'aller gérer le Cameroun et puis de régler le problème là-bas. You must have one of the Et oldest. donc, il doit avoir un des présidents les plus âgés maintenant, depuis que Bouteflika n'est plus en charge de son pays et il a rendu démission. Excusez-moi, Monsieur le Président. En fait, il y a un autre problème par rapport à autre chose. One, Lorsque les discussions aujourd'hui, normalement concernant la migration et les emplois, la Côte d'Ivoire avait le plus haut taux de pourcentage de migration dans le monde. Vous avez 6 millions de migrants, 25% de la population. Et ça, c'est extraordinaire. you know,
governments Vous savez, toppled in Europe le gouvernement en Europe, par exemple, immigrants, and you have 6 million et immigrants. ils ont moins de 6 millions. Et en Côte d'Ivoire seul, vous avez 6 millions. Nous savons que vous avez des difficultés au niveau politique. Mais comment vous gérez ce problème? C'est d'abord une question d'option. Notre premier président a considéré que l'ouverture était quelque chose de positif. Bon, bien évidemment, pendant la colonisation, nous avons eu... c'était la grande AOF, l'Afrique occidentale française, et plusieurs pays étaient intégrés les uns dans les autres. Et notre premier président n'a pas voulu faire de discrimination. Donc il a ouvert la Côte d'Ivoire à tous les fils ouest-africains pour That's travailler. the first president. Le premier président, c'est ça. Et vous savez, bon, il a cette ouverture aussi, je dois dire que c'est grâce à son expérience pendant la 4e République. Vous savez, le président Houphouët, et nous sommes très fiers de le dire, était ministre d'État sous la 4e République en France. Et François Mitterrand, en ce moment-là, était son numéro 2, son secrétaire d'État. Oh, Ah, vous voyez, hein, C'est vrai ça? Ah oui, ça, C'est très intéressant. Les anglophones ne savent pas ça. Alors, vous voyez, donc, il avait une expérience gouvernementale, il a participé à la rédaction de la Constitution de la 5e République avec le général de Gaulle, etc. Donc, c'était un homme ouvert, un politicien hors pair, un homme politique, je dois dire, hors pair, qui a considéré et qui avait une vision. Vous voyez, la Côte d'Ivoire de son temps, il parlait de la Côte d'Ivoire de l'an 2000, puisque nous étions en 1960. Et grâce à cette ouverture, nous avons eu des nationalités des pays voisins, même du Liban, de la France, qui ont contribué à augmenter donc la richesse nationale en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons 26 millions sur 24, ça fait 25%, et selon les estimations, ces 25% contribuent 20% du PIB de la Côte d'Ivoire. Et en général, il y a une très bonne intégration, les choses se passent bien. Bon, on a eu une période difficile où, pour des raisons politiciennes, il y a eu une fracture, mais tout ça est derrière nous maintenant. Nous sommes en train de reprendre cette vision du premier président, que ce qui est le plus important, c'est de rassembler toutes les populations, notamment d'avoir la paix, la sérénité, de faire en sorte que la population se fasse confiance et surtout créer des emplois par les politiques économiques. Et cette création d'emplois, évidemment, permet aux uns aux autres de se sentir à l'aise et de vivre ensemble. D'ailleurs, mon programme de gouvernement que j'ai rédigé avant de quitter le Fonds monétaire et qui a été le leitmotiv de mon parti était vivre ensemble. Parce que je considérais qu'il fallait récupérer ce vivre ensemble. Il fallait remettre cela en place pour nous permettre de retrouver la Côte d'Ivoire du Houphouët-Boigny. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. N'est-ce pas, mesdames, messieurs? Voilà. Actually, I understand. Je comprends. National anthem. Et ça, même dans votre hymne national. Welcome. C'est ce que je disais au docteur Mo, que même dans notre hymne national, le terme hospitalité est au cœur. Vous voyez, il y a le terme amour, le terme hospitalité, la fierté, la dignité. Donc c'était des mots bien choisis et qui doivent être appliqués à la lettre. Et nous devons faire en sorte que les Ivoiriens continuent d'être unis, se rassemblent, se fassent confiance et voient l'avenir comme étant un pays de paix pour tous les Ivoiriens, pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Et je crois que nous sommes en train d'y arriver. Thank you very much. Merci beaucoup. I think there's some, Je crois lessons que for us. ce sont des leçons à nous, à beaucoup de pays d'où nous venons, où il y a des difficultés concernant les identités, les migrations, ce genre de problèmes. Et où nous avons une différente approche ici. Et vous pouvez nous enseigner. Et ce sont des choses très importantes. Et nous venons ici de partout. Et pas seulement de l'Afrique. Il y a des gens qui viennent de l'Europe. Et donc, ça, c'est très intéressant. Je vais dire quelque chose. Nous souffrons quand nous voyons des Africains maltraiter d'autres Africains.
Et nous ne pouvons pas accepter que des Ivoiriens qui sont dans d'autres pays se fassent maltraiter. Donc quand moi j'ai pris fonction, j'ai fait chaque fois que j'allais en visite officielle, même dans les pays amis, je disais aux Ivoiriens, écoutez, revenez en Côte d'Ivoire, parce que nous avons une économie qui est en pleine restructuration, qui sera en pleine croissance, il y aura du travail. Alors, quand la crise libyenne a éclaté, nous avions 8 à 9 000 Ivoiriens en Libye, mais nous avons fait rentrer 4 000 à 5 000 depuis 3 ans. Parce que nous ne voulons pas que nos compatriotes... ah oui, nous les avons fait venir, il y a des programmes d'insertion, il y a des programmes d'accueil, etc. Et il y a d'autres pays que je ne nommerai pas par courtoisie, parce que c'est des pays amis, où les Ivoiriens n'étaient pas bien traités. Nous les avons fait venir. Nous avons loué des avions pour les faire revenir en Côte d'Ivoire. Mais par contre, voyez-vous, nous, depuis que moi je suis là, nous n'avons pas expulsé de nationaux des autres voisins. Nous en avons expulsé un seul, qui a osé brûler le franc CFA, que c'est que je ne peux pas accepter. C'est vraiment intéressant. Je vais passer maintenant à un autre sujet. On a beaucoup apprécié ce qui se passe ici par rapport à ce sujet. Et c'est une leçon pour chacun de nous de la manière dont le gouvernement s'y prend ici. Donc on va maintenant passer à un autre domaine. Et dans ma conversation avec mon jeune frère, Aliko, il se parlait du fait de pouvoir déplacer les marchandises. Il y avait déjà ce problème de 28 km pour pouvoir transporter les marchandises vers le Bénin. On devait se référer d'abord à la Chine. Et vous, vous êtes ici en Côte d'Ivoire. Il y a des centaines de kilomètres entre vous et le Nigeria. Vous devez forcément passer par le Bénin afin de parvenir au Nigeria. Mais lorsque nous parlons d'intégration économique, nous parlons de la communauté ouest-africaine et comment les personnes arrivent à passer au niveau des frontières, même les nationalités qui se rassemblent actuellement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a certains pays africains qui sont en train de mettre ce genre de barrières au niveau des frontières? Il nous a dit qu'il a pris ces camions qui ont fait près de 27 jours pour passer à la douane. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je comprends, c'est une critique importante et je pense que ce n'est pas normal, surtout quand nous parlons d'intégration des peuples, au-delà même de l'intégration monétaire et de l'intégration économique. Nous parlons d'intégration des peuples et moi j'ai eu l'occasion de le dire très franchement au niveau des sommets de la CEDEAO, parce qu'en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, nous avons un pays ouvert, une économie ouverte. Ici, vous trouverez des hommes d'affaires de toutes les nationalités de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit bien sûr des Maliens, des Burkinabés, des Ghanéens, des Nigérians, etc., des Guinéens. Mais c'est très difficile pour un Ivoirien de faire des affaires dans les autres pays. Alors, à l'occasion des sommets et même d'exporter nos produits dans les autres pays de la CEDEAO. Alors, le dernier sommet de la CEDEAO, j'ai posé ce problème à huis clos. Bon, je suis en train de dévoiler ce que nous avons dit à huis clos, mais je tiens à le dire, je leur ai dit qu'il faut faire très attention. Si les gens continuent dans cette voie, la Côte d'Ivoire sera obligée d'appliquer la réciprocité. Même si je suis quelqu'un de très ouvert, je ne peux pas accepter de discrimination. Vous voyez, je ne peux pas accepter de discrimination contre les Ivoiriens et les produits ivoiriens. Bon, j'ai indiqué à mon ami, le président Bouhari, donc du Nigeria, que quand son élection sera terminée, nous aurons l'occasion de parler de tout ça. Bon, il sera investi le 29 mai. Immédiatement après, nous aurons un sommet pour rentrer dans le fond du sujet. Voyez-vous, le Nigeria a 200 millions d'habitants. La CEDEAO a 350 millions d'habitants. S'il y a une véritable ouverture du marché nigérien, mais l'Afrique de l'Ouest sera une région très prospère, très rapidement. Si nous avons réussi à faire 8% de croissance économique par an, et s'il y a cette ouverture du commerce, la monnaie unique que nous essayons de mettre en œuvre,
Mais dans 10 ans, cette région va avoir un visage totalement transformé par rapport à la croissance économique, par rapport au bien-être des populations, mais aussi en réponse au problème de migration. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi que les jeunes gens s'en vont. Alors donc, il y a un débat de fond qu'il nous faut avoir au sein de la CEDEAO. L'Union africaine, c'est très bien, mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut régler tout ça en 10 ou 20 ou 30 ans. Je préfère la formule du président Senghor d'aller par cercle concentrique, que déjà la CEDEAO arrive à faire une zone véritable de libre-échange avec une monnaie unique, avec une liberté de circulation. Et puis après, les autres font la même chose et on se retrouve par la suite. Mais je crois que c'est possible. Bon, bien sûr, c'est pour les prochaines générations. Vous et moi, nous avons plus de 70 ans. Peut-être on a encore 40 ans à vivre, mais pas plus. Oui, Monsieur le Président, avec la CEDEAO, qui est l'une des régions les plus avancées en Afrique dans la problématique de l'intégration, vous avez une monnaie, un passeport, une banque centrale. Donc comment se fait-il que vous avez tout cela et vous êtes encore incapable d'enlever les barrières, les frontières? C'est le problème de la gouvernance, d'ailleurs, le défi que vous nous lancez. Nous devons régler les problèmes de gouvernance dans nos pays. Mais ça commence dans chaque pays, vous voyez. Nous avons créé ici une haute autorité pour la bonne gouvernance. Alors, le vice-président actuel, qui était Premier ministre, est un monsieur très élégant. Quand j'ai voulu dire la haute autorité de la lutte contre la corruption, il a dit « Ah non, monsieur le Président, c'est mieux de dire bonne gouvernance, comme vous d'ailleurs. » Mais c'est pour la lutte contre la corruption. Et nous sommes très sévères sur ces questions. En tout cas, quand nous avons des preuves, et je demande aux Ivoiriens de nous donner des preuves, les rumeurs, c'est très bien, j'entends oui, le gouvernement est corrompu. Mais c'est des histoires qu'on me donne, des cas précis. Si on me prouve qu'un ministre est corrompu, je l'évacue le lendemain. Je prends un décret, je mets fin à ses fonctions. Si on me prouve qu'un directeur général d'administration a fait une malversation, je le démets de ses fonctions. Nous avons malheureusement un régime totalement présidentiel. Le décret présidentiel règle les problèmes. Donc moi, je ne peux pas... je ne peux pas me retrouver dans une situation sachant qu'un ministre est corrompu et le garder dans mon gouvernement, ou qu'un haut cadre, mais ce que je ne veux pas, c'est des accusations gratuites. Mais j'invite les Ivoiriens à m'envoyer des preuves. Si j'ai des preuves, je promets le Conseil des ministres qui suit, je prends la décision. Donc, à bon entendeur, salut. D'accord. Je pense que peut-être qu'on doit commencer avec nos mesures, d'essayer de voir la conformité avec les différents pays, avec les différentes politiques d'ouverture des frontières. Et parce que on ne sait pas qui fait quoi, qui est en train de mettre quoi en place. On sait que on doit ouvrir nos frontières, on doit essayer de commencer à classer quel pays est en train de faire quoi. Donc on doit véritablement se pencher là-dessus. Donc merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci le Président pour cela. Et les jeunes et l'emploi. Nous avons tellement de jeunes en Afrique. Nous disons que cela pourrait être un bon dividende démographique. Mais si nous ne pouvons pas trouver des emplois pour eux, quel dividende avons-nous? Nous avons le chômage, nous avons les terroristes, nous aurons des migrants. Donc comment allons-nous gérer ce problème concernant cette explosion démographique irrégulière? En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est culturel aussi. Pendant longtemps, les gens ont pensé qu'avoir beaucoup d'enfants, c'était une opportunité qu'un d'entre eux pourrait réussir.
Bon, et que si on a 7 enfants, on a au moins 1, 2, 3 chances que peut-être certains réussiront et s'occuperont donc de vous un peu plus tard. Mais la réalité, c'est que, bon, mais évidemment, les infrastructures n'ont pas suivi, l'éducation n'a pas suivi, et entre-temps, l'âge, les choses se sont améliorées, donc les gens vivent plus longtemps. Donc je trouve que ce critère culturel n'est plus possible. Il faut se concentrer à avoir un nombre limité d'enfants et bien s'occuper de cela, les envoyer à l'école, s'assurer qu'ils sont formés, qu'ils aient un travail. Et maintenant, le rôle du gouvernement, je dirais, c'est la création des emplois. Et contrairement à ce que les gens ont pensé, je ne veux pas critiquer une idéologie, moi je suis un libéral. Et tout le monde le sait, je le dis, je suis vice-président de l'Internationale libérale. Je ne crois pas aux politiques d'État, étatiques. Je connais certains qui sont ici d'une autre tendance, donc je ne veux pas prononcer le mot, mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Mais je considère que si le secteur privé ne peut pas créer d'emplois, mais écoutez, ici la Côte d'Ivoire, pour 24-25 millions d'habitants, nous avons au maximum 250 000 emplois du secteur public, y compris les établissements publics. Ça ne peut pas résoudre le problème d'emploi des jeunes. Sur ça, nous avons à peu près 55 000 militaires et gendarmes et policiers. Donc après, il y a 200 000 personnes. Mais alors que depuis que je suis arrivé, nous avons pu créer 3 millions d'emplois de manière formelle ou informelle. Donc c'est le secteur privé qui crée les emplois. C'est pour ça les politiques économiques, c'est très important. Quelles politiques économiques vous mettez en place? Si elles sont crédibles, si elles attirent les investissements, les investisseurs, et que ces investisseurs croient en votre pays, créent des emplois, mais vous arrivez à résoudre à moyen ou à long terme le problème de la jeunesse. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je ne dis pas que tout est parfait. Nous avons encore beaucoup d'ambition par rapport à la création d'emplois, à la formation de la jeunesse. C'est essentiel. Si les jeunes ne sont pas formés, évidemment, tous les risques sont possibles. Donc moi, je considère personnellement que nous devons continuer de mettre l'accent sur la politique d'emploi des jeunes. D'ailleurs, nous avons un ministère qui se charge de cela. Et bien sûr, quand on dit jeunes, il y a les jeunes femmes et les jeunes hommes, bien sûr, c'est les deux. Mais si on ne met pas l'accent non plus sur la formation en matière d'éducation, on prend le mauvais chemin. Dans les pays francophones, malheureusement, nous mettons l'accent sur ce que vous appelez en anglais humanities, c'est-à-dire tout ce qui est philo, administration, etc. Mais quand on voit la taille de la fonction publique, il est certain que ce qu'il faut, c'est former les gens, des maçons, des menuisiers, des plombiers, des électriciens, etc. Et c'est vers cela, j'ai demandé au Premier ministre d'orienter de mieux en mieux l'éducation, la sortie des jeunes gens, vers les filières pratiques et pragmatiques, et non pas vers la littérature et tout ça, c'est bien, mais de temps en temps, des prix Nobel, ou de temps en temps, des gens qui vont à l'Académie française, mais c'est les exceptions. Il faut créer des emplois pour les jeunes. Et ça se demande la formation des jeunes, la formation dans les métiers pratiques, l'hôtellerie, des choses comme ça. I really like your answer because J'aime vraiment votre réponse parce que je suis très concerné par l'éducation en Afrique. Toutefois que vous posez la question à quelqu'un, les gens disent on a tellement d'écoles. Et en fait, ce n'est pas une question du nombre d'écoles. Ça dépend de ce que vous enseignez. Si vous enseignez des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas exigées, vous aurez des problèmes. Si vous enseignez ce qu'il faut, vous n'aurez pas de problème. Donc, on a besoin d'écoles techniques pour pouvoir développer les compétences. Donc, j'aime vraiment cette réponse. Donc, juste pour résumer, quelles sont vos priorités maintenant? Je veux dire, quelles sont les priorités que vous avez au niveau de votre économie, pour votre peuple en Côte d'Ivoire? Que pensez-vous serait véritablement la priorité des priorités? Je pense que la première chose, d'ailleurs, j'ai entendu certains des panélistes, on m'a fait des comptes rendus, le dire, c'est d'abord la paix dans nos pays et sur le continent. La paix. Vraiment, sans paix, notre sœur Amina est là, je salue sa présence. Parce que sans paix, rien n'est possible. Alors, il faut la paix.
à l'intérieur des pays, au niveau du continent. Et la paix demande aussi l'égalité de traitement des citoyens. La paix exige des pratiques démocratiques. La paix exige le respect des libertés fondamentales, et ainsi de suite, la liberté de la presse. Donc la paix, c'est un tout. Alors, une fois que vous avez la paix, je trouve que la sécurité également. Parce que sans sécurité, vous ne pouvez pas attirer les investisseurs. Et bon, à partir de là, le reste suivra. Si vous avez une bonne équipe, une équipe qui est vraiment au travail, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, avec de bonnes pratiques et de bonnes politiques économiques, et véritablement, les choses peuvent aller. Alors maintenant, quand on se projette sur les 10 ou 20 ans à venir, je dirais qu'il faut que le gouvernement choisisse des secteurs à fort rendement d'emploi, mais également d'innovation. Vous voyez, le domaine des nouvelles technologies, je trouve ça c'est très important parce que c'est le monde du futur, l'intelligence artificielle. Il faut que les pays investissent beaucoup plus dans des secteurs de services tels que le tourisme, parce que ça emploie beaucoup de jeunes et ça maintient les jeunes dans nos pays. Yes. Mais au-delà, nous, notre première priorité, c'est vraiment la transformation de nos matières premières. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Nous sommes le premier producteur mondial de noix de cajou, enfin d'anacarde, à partir duquel on fait la noix de cajou. Nous sommes le premier producteur africain de bananes. Nous sommes le premier producteur africain d'ananas, le premier producteur africain d'EVA, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu une véritable politique de transformation de ces produits. Donc, moi, je suis très heureux que nous ayons le Mo Ibrahim Weekend. Mais comme Ali Dangote est là, venez investir à faire la transformation de nos matières premières. Hein? Ibrahim, il faut faire la transformation de nos matières premières. Et c'est par là que, bon, à partir de là, l'industrialisation va suivre. On a déjà quelques amorces avec le montage de voitures, ceci, cela. Mais nous avons l'obligation de donner une plus-value aux producteurs. Et le président Oufouette disait tout le temps que le cacao, que le café au Fouquet's coûtait peut-être 2 ou 3 euros, mais que le paysan ivoirien ne recevait même pas le 10e, ou que le 100e d'ailleurs, il avait fait le calcul. Alors si nous arrivons à transformer le cacao en beurre de cacao, en pâte de cacao, et que donc après on fait du chocolat, on en fait un tout petit peu, c'est ce qui va donner la valeur ajoutée. Nous avons réussi à donner des prix intéressants aux paysans pour leur production. Mais si nous arrivons à faire une transformation plus avancée, nous pourrons payer beaucoup plus aux paysans. Et c'est un peu ça la voie du futur, pas seulement pour le cacao, mais pour l'anacarde, le coton et toutes ces productions. Nous avons quand même un avantage comparatif. Évidemment, on doit y jeter un coup d'œil. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine des affaires ici. À investir en Côte d'Ivoire. C'est un appel. Je considère que voici un pays qui est stable, qui est en paix, qui est bien géré. Il y a des opportunités, qui a un code d'investissement. Avec vos pays qui a donc comment dirais-je, des avantages de non-réciprocité, de non-imposition fiscale, etc. Tout est fait. Nous avons un centre de promotion des investissements qui est très bien géré, un de nos meilleurs jeunes, hein, qui est le directeur général. Il est d'ailleurs même secrétaire d'État au gouvernement. Et tout est en place. Donc venez investir, venez massivement, que ce soit dans le secteur que j'ai cité ou dans d'autres secteurs. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert, un pays de fort potentiel, et je vous encourage. À commencer par toi, Ibrahim. En réalité, nous allons tenir une réunion d'affaires parce qu'il y a mes jeunes frères ici, tels qu'Aliko,
Nous avons Soros, je ne sais pas où Alex se trouve, il est quelque part là-bas. Donc on va rassembler toutes ces différentes affaires. Nous parlerons de tout cela. Nous parlerons de l'investissement en Afrique et nous devons porter cette affaire. Je sais que j'ai beaucoup pris de votre temps. Jusqu'à minuit, je suis disponible. C'est très gentil. Vous êtes venu d'une période assez difficile. La stabilité et la paix étaient la première priorité pour vous. La première des choses, c'était la paix. Et en parlant des choses qui suivent, comment est-ce que vous êtes arrivé à gérer la transition dans ce pays? Est-ce que vous voulez continuer à avoir un autre mandat ou jusqu'à 6 mandats? Non, je vais vous dire qu'il faut vous arrêter à 4, parce que tous ceux qui ont tenté un 5e mandat, ça n'a pas marché. Hein? Bien que ce soit des amis à moi. Oui, cela pourrait être une question qu'on va se poser, oui, parce que vous avez du succès à gérer ce pays. Donc certaines personnes peuvent dire, mais oui, pourquoi je dois laisser ce peuple? Et vous avez à laisser des personnes comment? Moi, vous savez, le job de président, ça fait 8 ans que je le fais. Je n'ai jamais occupé de fonction plus de 6 ans. Que ce soit directeur Afrique du Fonds monétaire, directeur général adjoint, gouverneur de la Banque centrale, directeur des études, etc. Donc j'ai déjà fait 8 ans, ce qui n'est pas mal. Je n'ai jamais fait plus de 6 ans dans un job. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours cru qu'il faut un renouvellement de génération en Afrique. Voyez-vous, 75% des Africains ont moins de 35 ans. Alors, je prends le président français, il a 40 ans. Moi, mon fils est né à 54 ans. Alors, 52 ans, je lui ai donné 2 ans de plus. Il a 52 ans. Alors, donc, il est clair que, pour moi, la voie va vers un transfert donc à une nouvelle génération. Ça me paraît tellement évident. Maintenant, à cause de l'INAS Marcoussi, des arrangements, n'avons pas mis de limite d'âge dans notre Constitution, parce que c'était 75 ans avant. Mais la morale voudrait que, quand même, on se dise qu'à un moment donné, on offre moins en contribution à son pays quand on prend de l'âge. Et que par conséquent, il faut être raisonnable. Il arrive un moment où, même si la Constitution vous le permet, vous devez décider de faire en sorte de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Et c'est... Ah non, je ne vous dis pas que je m'en vais, hein. Attention. Je n'ai pas dit que je m'en vais. Alors, non, je vais terminer. Ibrahim, je vais terminer. D'accord, d'accord. Non, vous savez, moi, j'ai été éduqué par le premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. Il disait qu'un homme politique, un homme d'État, doit se référer à 3 choses. Il y a Dieu, n'est-ce pas, il y a le peuple, et il y a votre propre conscience. Moi, je suis très croyant. J'espère que Dieu me donnera la santé et la longévité. Le peuple ivoirien m'a élu à 83%. En 2015, il ne peut pas y avoir un meilleur hommage. J'en suis très fier. Et maintenant, il y a votre conscience. La conscience, ça veut dire, à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que votre pays a atteint les objectifs que vous vous êtes fixés en venant dans cette fonction.
Est-ce que le pays est suffisamment stable? Est-ce que le pays est en sécurité? Est-ce que vous avez une équipe qui peut faire la suite? Une fois que vous avez pris cette décision, le reste devient facile. Donc je rendrai ma décision l'année prochaine. But Mais I would love it really if you j'aimerais could give a call que to si vous President pouviez Bashir. peut-être donner un appel au président Joël Bachir du Soudan. Some of the things you Et said, I certaines think des would choses be que vous really, venez de dire, vraiment, je pense que ce serait de bons conseils pour lui. Bachir est mon ami, hein, vous savez. On a le même prénom, il s'appelle Hassan comme moi, Omar Hassan. Yeah. Ouais. It's Omar Al-Hassan, yes. Oui, c'est cela, Omar I Hassan. think that's where the Je pense similarity que ends. c'est là où la similarité s'arrête. But, Mais so I have to wait until next year to see. donc il faut where- attendre encore l'an prochain pour savoir si vous allez chercher à avoir Non, mais de un toute autre façon, mandat. vous êtes un ami, donc je vous consulterai avant de rendre ma décision. You can play golf with Oui, me. Okay, I don't have to wait D'accord, one year. donc je ne vais pas avoir à attendre un an. J'ai un certain nombre d'amis que je consulterai avant de prendre ma décision définitive. Mais elle est presque prise. Thank you very much. Merci beaucoup. Well, thank you very much, Mr. Merci President. beaucoup, Monsieur le Président. Please join me. Et s'il vous plaît, applaudissez-le, joignez-vous à moi. That was wonderful. Et c'est merveilleux. That was wonderful. Vraiment, c'est merveilleux. Yeah.